l'impulsion de ce séminaire, c'est de réfléchir aux conditions d'aujourd'hui dans lesquelles il y a une automatisation massive de la circulation de traitement de données et de s'interroger. Il s'agit aujourd'hui de s'interroger sur les capacités d'agir dans ces environnements numériques, ce qui implique des questionnements dont on a parlé aussi ce matin, bien entendu, sur le libre arbitre, la prise de décision, les modalités d'agir individuelles et collectifs. Et ce séminaire, il a un parti pris qui est d'envisager cette capacité d'agir comme une capacité d'agir subjective, comme un lieu de jugement et de réflexivité, mais pas simplement de manière abstraite, mais incarnée, embodied, dirait-on en anglais, dans un corps. Et donc, effectivement, en effet, ce lieu de capacité d'agir qui est le corps est aujourd'hui pris dans la circulation de données, traité de manière algorithmique. Et il s'agit effectivement de voir dans ce séminaire les effets de ce qu'on appelle donc dans le titre de ce séminaire les objets connectés, mais vous vous doutez bien que ce titre se cache beaucoup d'autres choses, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a une tension aujourd'hui entre la manière dont on peut mobiliser cette circulation de données qui est à la fois peut être un support de prise de décision, un capacitant, dirait-on, et en même temps qui conduit à un brouillage de sens, à des effets de désorientation que l'on connaît bien aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que ces flux de données doivent être interprétés, faire l'objet d'un design, d'une mise en forme, voire d'un management, d'une gestion de données raisonnée et responsable. Ces données sont aujourd'hui, et c'est là où on se rapproche, bonjour, de plus en plus du sujet de ce séminaire, ces données sont de plus en plus en lien avec le corps. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des données abstraites ou des données comment dirais-je, qui nous décrivent qui décrivent nos préférences, par exemple, comme sur Facebook, mais il y a aussi des données effectivement de santé, de performance. Il y a des données personnelles sur le lieu de travail, on en a parlé un petit peu ce matin, qui affectent les processus organisationnels, bien entendu, avec tous les nouveaux outils de notation comment dirais-je, des salariés, etc. Donc la question, me semble-t-il, est une question de data politique des corps, c'est-à-dire quelle est aujourd'hui la politique des données qui concerne les corps et quel régime de subjectivité ou de subjectivation cette data politique engendre aujourd'hui. Donc le corps, il est lui-même pris dans les flux de données qui lui échappent. Ces flux de données affectent la subjectivité, affectent la subjectivation. Comme le lieu de libre arbitre et de prise de décision, il faut dès lors examiner cette corporéité connectée. Vous voyez un petit peu comment dirais-je, on passe pour ainsi dire d'un corps propre, thème récurrent en phénoménologie, à un corps connecté. On va voir ce qu'il en est, je pense aussi aujourd'hui. Et par ailleurs, ça participe, cette prise de position théorique participe de la fin, ce que je pourrais appeler la fin du mythe du numérique sans ancrage matériel, parce que pendant très longtemps, on a évoqué aussi ça ce matin, pendant très longtemps, on pensait, on était dans une espèce d'utopie du numérique comme quelque chose qui flotte dans le nuage, sans ancrage matériel, et bien justement, cette question de l'ancrage matériel du numérique se rejoue aussi, de manière singulière, dans ces questionnements du corps connecté. Donc les questions de ce séminaire, c'est quels sont les modes d'interaction qui se produisent entre le corps et les environnements connectés, quelle influence de ces interactions sur les modes de sociabilité, l'organisation de travail, la création de la valeur, la créativité, etc. Quelles formes peuvent véhiculer, rendre sensibles et visibles ces phénomènes technologiques. Alors je voudrais juste vous donner deux exemples, surtout le premier qui me semble important, qui est une question de normativité ou des normes aujourd'hui à l'œuvre dans ces environnements des corps connectés. Et je vais prendre ici un exemple en m'appuyant sur un papier très intéressant, je crois que je l'ai déjà fait l'année dernière, mais je vais le répéter un petit peu, de manière un petit peu différente, sur un exemple très intéressant d'un papier qui est paru en 2014, qui examine ce mouvement de Quantified Self, parce que c'est une première figure qui vient à l'esprit lorsqu'on parle du corps connecté, et qui met vraiment, donc c'est une enquête comment dirais-je, anthropologique, si j'ose dire, mais avec des excursions dans la philo, chez Foucault notamment, qui est réalisée donc par Nafus et Sherman en 2014, et qui montre de quelle manière les données sont incorporées littéralement dans le corps, chez les utilisateurs de ces technologies,
Et donc vous voyez ici par exemple la première citation qui est une citation des auteurs de l'article, qui décrivent un des cas qu'ils examinent et qui disent que finalement les données sont incorporées, transduced dans le corps et dans le sentiment du bien-être. Et on se doute bien ici que typiquement la sensation, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de l'article, mais globalement ce que j'en tire, c'est que la sensation du bien-être ou du bonheur n'est pas quelque chose comme une catégorie, disons, comportementale, n'est pas quelque chose qui préexiste à la récolte de données, c'est quelque chose en tant que catégorie qui est fabriquée par l'analyse de données et qui est ensuite incorporée dans le corps. Et là, vous voyez une deuxième citation qui consiste, là c'est la citation pour le coup du respondent, du sujet de l'étude, qui dit finalement, ce que je fais quand je pratique cette activité, je fais une espèce de mise au même niveau du sujet et d'objet. Donc on voit bien que toutes les catégories, que ce soit les catégories de bonheur, de santé, etc., ou même de sujet et d'objet, sont rejouées dans cette pratique de quantified self. Et l'argument des auteurs, c'est là que ça me semble intéressant, est ici de dire que finalement ce jeu nouveau des normes et des catégories participe à un mouvement d'émancipation. L'argument étant de dire que finalement, vous voyez bien que lorsque cette communauté de quantified self se met dans cette posture et dans cet exercice, il se soustrait des normes constituées et au contraire, ils inventent leurs propres normes. Et ce que les auteurs appellent ici les normes idiosyncrasique. Donc on assisterait ainsi à une naissance des normes, à une normativité à l'état naissant. La question que je me pose, et là pour le coup c'est une critique que je peux adresser à cette approche, soit, mais de quelle nature sont ces normes ou cette normativité? Et si je regarde effectivement chez Foucault et que je reprends son hypothèse néolibérale, justement, chez Foucault, ce qui apparaît, c'est le fait que cette granularité des normes, cette mutabilité des normes, le caractère d'adaptabilité des normes, etc., l'individualisation de la norme, pour aller très vite, est au contraire, n'est pas quelque chose forcément d'émancipateur, mais est au contraire quelque chose qui est au service des processus de contrôle ou de modulation, pour reprendre le mot de Deleuze. C'est-à-dire que, on a suffisamment parlé tout à l'heure, par exemple dans le travail, dans les processus de travail, c'est quelque chose qui aujourd'hui est plus ou moins attesté, parce que vous avez des processus d'évaluation du salarié qui font que la relation au travail entre le salarié et l'employeur est individualisée, mais c'est fait effectivement au service d'un meilleur contrôle. Alors là, je ne rentre pas dans le débat, effectivement, parce qu'on n'a pas le temps entre la terminologie, ce que c'est le contrôle, ce que c'est la modulation, est-ce que c'est l'inscription de ce paysage terminologique est assez complexe. Donc, on assiste effectivement à l'incorporation des données dans le corps, que ce soit au travail ou dans les situations de loisirs ou de sommeil. Et donc, cette incorporation de données comporte aussi non seulement l'incorporation de données, mais aussi des logiques numériques du traitement de ces données. Et ce, à tel point que, me semble-t-il, et pour reprendre ici une citation qui date de mémoire à peu près du milieu des années 70 de Guattari, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, les formes d'énonciation, qu'est-ce qui ressort de cette normativité? Et bien finalement, ce qui en ressort, c'est que je ne peux que citer ici Félix Guattari, on ne peut énoncer quoi que ce soit de son désir, de sa vie, que pour autant que c'est compatible avec la machine informatique de l'ensemble du système. C'est-à-dire que ce qui est possible comme l'output, si j'ose dire, de ce processus de normativité, autant idiosyncrasique soit-elle, reste malgré tout dans une exigence de compatibilité avec les logiques de traitement numérique. Voilà, donc le premier exemple, et je pense que peut-être que Jean-Michel Beignet va parler un petit peu aussi, toucher un petit peu à ces sujets de quantified self éventuellement tout à l'heure. De manière plus large, si j'ose dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On passe cette question de corporéité, de l'interaction entre le corps, je ne dis pas le sujet, je dis le corps, et l'ordinateur, pour aller très vite, ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle toujours human-computer interaction, mais là où l'humain, je le remplace par le côté corporel.
on passe de l'interaction qui se jouait dans l'espace de l'écran, classiquement, avec les débuts de l'informatique, aux objets qui sont au plus près du corps, aujourd'hui, comme tous les Fitbit et les wearables ou les textiles connectés, à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la disparition de l'interface. Alors c'est un thème très bien connu depuis plusieurs années dans ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire et dans le design de l'interaction. Aujourd'hui, on interagit avec les ordinateurs, avec les données, avec les algorithmes, sans interface. Et ça, en soi, ça pose un certain nombre de questions. Typiquement, la question pour moi, c'est comment penser cette influence des objets connectés qui ne sont pas en contact avec le corps sur les processus de subjectivation. C'est ça la question, pour moi en tout cas, centrale de ce séminaire. Je vais en donner deux exemples. Le premier, c'est si j'ai un compteur LinkedIn dans Linky, pardon, ou LinkedIn. Si j'ai un compteur Linky, mais je pense que c'est peut-être pas un hasard qu'il y a toujours le mot link, n'est-ce pas, dans la racine. À quoi il est linké, justement, comme dit un de mes collègues, les objets connectés, mais connectés à quoi? Donc voilà. Donc, si j'ai un compteur intelligent chez moi, ou si j'ai des ampoules intelligentes chez moi, est-ce que je me comporte de la même manière? Ce n'est pas forcément que je suis en contact direct dans le sens de l'interaction avec la souris, et ce n'est pas pour autant que mes attitudes sensorimotrices ne sont pas affectées. C'est-à-dire que je ne vais pas me comporter de la même manière. Et qui dit en phénoménologie les attitudes sensorimotrices, et là je m'inscris dans la tradition phénoménologique longue, dit effectivement le sentiment d'être soi. C'est-à-dire que le sentiment d'être mon corps est affecté par cette interaction qui se passe pourtant de contact. C'est ça qui est pour moi un enjeu problématique de cette histoire. Bon, je pourrais développer, mais là, je ne le ferai pas. Je dis simplement qu'effectivement, la phénoménologie offre d'autres pistes de pensée qui sont dues en particulier à Husserl et à Heidegger, aussi étrange que ça puisse paraître, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Et donc, dans cette incorporation des données et des algorithmes dans le corps qui se joue malgré tout sans contact, paradoxalement aujourd'hui, ce qui se joue, c'est donc le sentiment d'être soi et en fait le corps lui-même, c'est-à-dire que la fabrication du corps. Et je laisse à l'écran simplement cette belle citation de Jean-Luc Nancy qui date de l'époque de Corpus, 92 de mémoire, qui nous explique que, c'est moi qui souligne, qui explique que, en réalité, donc, la manière dont notre corps est désormais branché sur un ensemble de réseaux techniques, et le réseau technique, le premier penseur qui a pensé ça, c'est Heidegger, c'est-à-dire cette idée de fait que l'artefact n'est jamais seul, mais que les artefacts, les objets techniques sont toujours unis par des réseaux de renvoi. Donc notre corps branché à ce réseau de renvoi, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait notre corps. Il fabrique le corps comme siège de subjectivité. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite introduction. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Donc, on va aujourd'hui continuer avec cette aventure avec Jean-Michel Beignet, que nous sommes très heureux d'accueillir ici. Alors, il est professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, où il a créé et dirigé le master. Alors ça, c'est quelque chose qui me semble important de souligner, un master conseil éditorial gestion des connaissances numérisées, qui était une des premières formations, disons, en France, qui mobilisait les étudiants philosophes dans des contextes qui ne sont pas proprement philosophiques, si j'ose dire, si on peut expliquer ça ainsi. Il est membre du conseil scientifique de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, membre de plusieurs comités d'éthique que je ne vais pas énumérer tous maintenant, et il est auteur de plusieurs ouvrages, dernièrement plutôt sur les problématiques de transhumanisme, et je peux en citer quelques-uns. Demain les post-humains en 2009, L'homme simplifié en 2012, Les robots font-ils l'amour en 2016, sur des questions de transhumanisme, et auparavant plusieurs ouvrages sur les questions relatives aux sciences cognitives, au NBIC, dont je pense tu vas me parler un petit peu aussi aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup et je te cède la parole. Merci Armen, merci de votre invitation. Je vais peut-être m'exprimer sur un terrain qui
vous déconcertera parce que je pense qu'il y a une dynamique dans ce séminaire qui a peut-être introduit un régime dans lequel je ne me retrouverai pas forcément. Disons que je voudrais développer un propos évidemment qui va tourner un peu autour de mes marottes liées au transhumanisme et qui va toucher donc par conséquent la préoccupation de ce séminaire pour sans doute les objets connectés. Mais je voudrais le faire d'une manière un peu inhabituelle, y compris pour moi-même, en mobilisant des espaces théoriques relativement hétérogènes. Je vais parler un peu de paléoanthropologie, je vais parler un peu de philosophie de l'art, et puis de philosophie de la technique, lorsque j'aborderai le transhumanisme. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je voudrais croiser ces espaces théoriques? Mais parce que d'abord, j'ai l'intention, même si ça vous paraît peut-être un peu naïf, d'argumenter que les innovations technologiques ne nous laissent pas indemnes, ce qu'on commence à mesurer à grande échelle, et même les innovations technologiques, technoscientifiques d'une façon plus générale, nous transforment nolens volens, et réalisent quelquefois quelque chose qui relève presque de la mutation. Et encore plus lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle maintenant les anthropotechniques, qui ont délibérément à dessein de nous transformer. Mais avant même que ces technologies ne se tournent vers l'humain proprement dit, elles concernaient sans doute l'environnement, mais transformant l'environnement, évidemment, elles nous transformaient aussi. Donc c'est ça que je vais peut-être invoquer en sollicitant quelques données de paléoanthropologie. Je voudrais également me servir du propos que je vais tenir pour essayer d'aborder la démesure des annonces aujourd'hui faites au public sous couvert de transhumanisme. Nous sommes dans l'ère des annonces hype, et ces annonces hype, à leur manière, transforment aussi le public, la perception du public, les croyances, les idéaux, les attentes, etc. Par exemple, les implants de Neuralink, la société créée par Elon Musk, crée aujourd'hui des représentations nouvelles dans l'esprit d'un nombre croissant de gens du public. Et j'aimerais aborder effectivement cette dimension-là. Et puis enfin, et peut-être que ça résume à peu près tout, ce que je voudrais faire, c'est tâcher d'interroger l'ambition transhumaniste visant à réaliser les supposées aspirations de l'humain, puisque le mobile déclaré par les technoprophètes du transhumanisme, c'est de réaliser donc la totalité des aspirations de l'espèce, étant entendu que l'aspiration des aspirations serait tout simplement l'immortalité. Mais au fond, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, ce qui se décline sous le nom de transhumanisme, c'est les opérations visant à faire passer la naissance vers la fabrication, les opérations visant à éradiquer la maladie. Zuckerberg s'est promis la chose, vous le savez. Les opérations visant à décrypter les mécanismes de vieillissement, les mécanismes de la télomérase, et les mécanismes, au bout du compte, visant à supprimer la mort. Et cela, bien sûr, grâce aux sciences et aux technologies. C'est ça que signifie le transhumanisme avant tout. C'est mobiliser les sciences et les techniques au service de ces supposées aspirations de l'humain, et grâce donc à des activités qui relèvent de la mesure, du calcul, des algorithmes, bref, d'une position dont je vais souligner très très vite
qu'elle est étrangère à celle des artistes que je voudrais également mobiliser. Donc voilà, je vais parler de philosophie de l'art aussi, parce que je pense que c'est encore une banalité que l'art réalise l'humain, alors que peut-être les technosciences envisageraient de faire advenir le post-humain. Et en ce sens, je n'hésiterai pas à camper de manière peut-être schématique l'art et le transhumanisme, puisque les deux vocations me paraissent divergentes, hein, l'une visant la réalisation de l'humain, et ça je le montrerai avec la paléoanthropologie, et l'autre visant, même si on y va avec une certaine timidité, mais visant à réaliser un au-delà de l'humain, le post-humain. Donc de l'un à l'autre, de l'art au transhumanisme, ce que je suggérerais, c'est qu'on assiste à une sorte de désymbolisation qui nierait la vocation de l'art à révéler l'humanité à elle-même, et plus généralement qui réduirait l'humain à l'animal ou à la machine. Là, je le dis là aussi de manière un petit peu massive, mais cette idée de désymbolisation, je voudrais l'argumenter un petit peu, en précisant un peu ce que j'entends par cette fonction symbolique qui me paraît être la spécificité de l'humain par rapport à l'animal ou à la machine. Alors bon, quand on aborde les questions des idéaux accrochés aujourd'hui aux sciences et aux techniques, on ne peut pas ne pas poser la question de savoir quel avenir au juste nous paraît réservé par les innovations. Et pour les besoins d'une première démonstration, je voudrais recourir à André Leroi-Gourhan, qui s'est aventuré à répondre à la question « Que pourrait être l'avenir de l'espèce humaine ?» Il examine la question dans une page que je trouve tout à fait remarquable, presque amusante, dans Le geste et la parole, exactement dans les pages 182-183. Donc il examine cette question sous cet intitulé-là. Que pourrait être l'avenir de l'espèce humaine ? Et je rappelle, mais j'ai à peine besoin de le faire, je pense ici, l'argument du geste et la parole, ce grand livre de Leroi-Gourhan. L'argument central consiste à dire que donc Homo sapiens a émergé grâce à 3 acquisitions: la station verticale, le dégagement de la main et la maîtrise des outils et du langage. Bon, ce sont des choses très connues. Ces 3 acquisitions sont évidemment liées entre elles, ne serait-ce que parce que la position verticale a permis que la main invente des outils et que l'appareil phonatoire soit disposé au langage. Donc la thèse de Leroi-Gourhan, sans doute un peu trop lamarckienne à mes yeux, mais soutient une argumentation qui est assez courante. Avec ces 3 acquisitions, l'humanité a pu construire une histoire scandée par des techniques toujours plus élaborées et par des institutions qui mobilisent de plus en plus de langage et de symboles. Donc là, je signale évidemment cette coévolution des techniques et des institutions langagières ou symboliques. Les préhistoriens nous enseignent, vous le savez, que l'outil a précédé largement l'apparition du langage et qu'il s'est accompagné d'une augmentation du volume du cerveau. Alors, ces trivialités rappelées, la question de savoir si l'espèce humaine va poursuivre sa trajectoire reste pourtant une question justifiée, et Leroi-Gourhan l'aborde sur le terrain morphogénétique. Donc, sa question est à peu près la suivante: quelles nouvelles acquisitions sur le terrain des potentialités morphologiques pourraient conditionner une nouvelle évolution? On a dit, et Leroi-Gourhan le rappelle, on a dit quelques bêtises au XIXe siècle quand on prévoyait qu'à la fin du XXe siècle,
l'humanité serait composée, je cite Leroi-Gourhan, l'humanité serait composée d'individus au cerveau énorme, à la face minuscule et au corps étriqué. Cette image est fausse, dit Leroi-Gourhan, car il n'y a aucune raison pour que se produise un gain considérable de volume du cerveau avant plusieurs dizaines de millénaires. Donc, on évacue ce fantasme d'une évolution de l'humain qui nous aurait conduit à la fin du XXe siècle dans ce drôle d'état, cerveau énorme, face minuscule et corps étriqué. Cela étant, l'imaginaire de la bande dessinée a souvent utilisé ce genre de fantasme. Par contre, explique Leroi-Gourhan, il y a des modifications susceptibles d'engager une nouvelle trajectoire sans qu'il soit besoin d'imaginer un changement notable au niveau de l'infrastructure neurophysiologique. En effet, il suffit d'envisager par exemple que les humains se servent de moins en moins de leurs mains, qu'ils se bornent à utiliser surtout leurs pouces, que leur alimentation leur donne moins l'occasion de recourir à leurs dents, et aussi qu'ils évoluent de moins en moins dans la station debout. Voilà, imaginez cette évolution, et on voit bien ce qui résulterait d'une telle transformation comportementale. Et Leroi-Gourhan le formule de telle sorte qu'on croirait qu'il prévoit certaines anticipations concernant le cyborg. Je le cite. Une humanité anodonte, donc qui aurait perdu ses dents, ou à peu près toutes, une humanité anodonte et qui vivrait couchée en utilisant ce qui lui resterait de membres antérieurs pour appuyer sur des boutons n'est pas complètement inconcevable. Il y a beaucoup évidemment d'humour chez Leroi-Gourhan ici, mais c'est intéressant. Les humains qui se sont exilés dans l'espace pour échapper à la Terre polluée dans le film d'Andrew Stanton, Wall-E, sont décrits de cette manière. Et du temps de Leroi-Gourhan, dans les années 1950, ce sont les Martiens et les Vénusiens qui inspiraient ce modèle évolutif de l'espèce humaine. Alors cette évocation d'une page de Leroi-Gourhan a quelque chose d'anecdotique, je vous le concède, mais elle est révélatrice d'une préoccupation que le transhumanisme nous oblige à éprouver. L'humain croyait contrôler son évolution grâce à son savoir scientifique et technique. En fait, il contribue peut-être à limiter ses possibilités, ce qui justifierait qu'on imagine préparer l'émergence d'une nouvelle espèce résultant de son hybridation avec les machines et une évolution qui le déborderait. Au fond, le fantasme de la singularité, c'est en gros ça qu'il dit, ce fantasme, hein, une espèce de débordement, hein, où la rupture que connote la singularité ferait advenir cette intelligence artificielle forte qui nous déposséderait de l'initiative et qui relèguerait nos intelligences biologiques dans l'obsolète. L'épigénétique donne aujourd'hui un certain crédit à l'influence que pourrait avoir l'environnement dans lequel nous évoluons sur l'avenir génétique de notre espèce. Il a fallu attendre ces 5 ou 6 dernières années pour que la thématique de l'épigénétique se fasse entendre dans un contexte qui était dominé jusqu'à présent par le tout génétique. Si l'expression des gènes peut être influencée par les pressions sélectives de notre environnement, ce que dit l'épigénétique, on comprend qu'il puisse être aléatoire de prétendre contrôler la sélection naturelle avec les seules biotechnologies, avec le seul génie génétique. Les inquiétudes relatives à la baisse du QI s'inscrivent dans ce contexte. L'environnement technologique est peut-être en train de saper les performances cognitives dont nous étions capables. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. Le dernier livre de Laurent Alexandre ne parle que de cela. Et les conditions d'une coévolution de l'humain et de l'environnement sont peut-être devenues problématiques avec la puissance atteinte par les anthropotechniques et d'une façon générale dans le contexte de ce que l'on nomme l'anthropocène.
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le terrain de la paléoanthropologie et des réflexions ouvertes aujourd'hui par l'épigénétique et par l'idée que, tout simplement, le recours que nous faisons aux machines transforme vraisemblablement nos possibilités cognitives, ne serait-ce que sur le plan des circuits synaptiques qui sont les nôtres, hein, et pourrait modifier à minima nos possibilités, alors même que nous rêvions d'un contrôle de la sélection naturelle qui nous aurait garanti un maintien de toutes ces possibilités. Je vais aborder peut-être maintenant l'aspect art, avant de réunir tout cela, pour les besoins d'une seconde démonstration. Une seconde démonstration qui va faire intervenir donc l'art. Et pour cela, je voudrais convoquer Georges Bataille, qui a consacré de belles analyses à la découverte de la grotte de Lascaux en 1940. À propos de la grotte de Lascaux, il exprime quelques thèses qui vont me permettre de formuler une objection aux ambitions technoscientifiques. Là, je vais rappeler encore une trivialité, mais elle va me permettre d'essayer d'aller plus loin. On se souvient tous de la leçon du mythe de Prométhée tel que Platon le raconte dans le Protagoras. La leçon est à peu près la suivante. L'humain a pu survivre après l'étourderie d'Épiméthée grâce au feu et à la connaissance des arts et des techniques que Prométhée a volés aux dieux. Prométhée s'est donc mis en position de compenser les bénéfices dont disposent nativement les animaux en permettant que se réalise une histoire qui sera comme une dénaturation progressive. Mais ce qu'on oublie trop lorsqu'on raconte ce mythe hyper connu de Prométhée, ce qu'on oublie trop, c'est que Platon ajoute que l'humain n'aurait pas survécu s'il n'avait eu à sa disposition que la technique, car il n'aurait pu faire avec elle de société stable. Tout ce petit passage de Platon contre la représentation d'une société qui vivrait de technique qu'on oublie souvent, et pour des raisons qui, à mon avis, sont assez symptomatiques. Ce que dit en gros Platon, c'est que la concurrence, la compétition, l'appât du gain, la démesure des appétits auraient interdit les liens harmonieux dont a besoin toute société. Autrement dit, Prométhée n'aurait jamais pu permettre à lui seul la survivance de l'espèce humaine. Et dans le mythe, on raconte comment Zeus, s'étant aperçu de la chose, a eu l'idée de faire appel à Hermès, le dieu du dialogue et de l'art politique, pour tempérer et stabiliser les relations entre les individus. Conclusion, l'humanisation n'a été possible qu'à la faveur de la conjonction des techniques et des institutions politiques. On ne saurait mieux exprimer, vous en conviendrez, la synergie de la parole et des outils par laquelle les paléoanthropologues définissent l'évolution de l'humanité. Alors, quelle importance peut avoir ce rappel aujourd'hui ? Il justifie à mes yeux la recommandation à adresser aux sociétés technologisées. Attention à ne pas écraser le langage sous prétexte de faire triompher les automatismes et les machines de toutes sortes. Le déséquilibre entre la parole et l'outil est un danger permanent, le danger qu'on donne tout à l'un ou à l'autre, mais il est particulièrement saillant de nos jours, où l'on fait prévaloir les signaux sur les signes, où l'on envisage même de préférer la communication de cerveau à cerveau, plutôt que de s'abandonner aux aléas du langage. Là, il y aurait toute une histoire à écrire sur cette question de la pondération respective du langage et de la technique. Toute une histoire à écrire qui passerait facilement par le XVIIIe siècle et l'encyclopédie qui est de Diderot et d'Alembert, qui est un ouvrage quasiment dédié à la réhabilitation des arts manuels,
et des techniques contre les arts libéraux, les arts de la parole. C'est sans doute un des points d'acmé de cette problématique de la coévolution des techniques et du langage. Et aujourd'hui, il y aurait tout un travail à faire sur la manière dont Internet, pour aller vite, malmène notre langage, la façon dont on nous fait passer des signaux pour des signes, dans nos agents conversationnels par exemple, ou toutes les utopies post-humaines, portées quelquefois par des gens qui ont une réputation de scientifique assez incontestée, comme Kevin Warwick, et qui nous annonce que finalement la communication de cerveau à cerveau serait l'idéal de l'éviction précisément du langage, de la parole, réputé responsable de la plupart des maux de l'humanité. Kevin Warwick est un personnage tout à fait cocasse et néanmoins intéressant sur cette question-là, puisqu'il est convaincu que la technique doit nous permettre de nous débarrasser du langage, parce que le langage est à l'origine de tous les malheurs de l'humain. Et donc cette idée de coupler les individus par voie d'ondes électromagnétiques est une obsession chez lui qui a valeur vraiment tout à fait symptomatique. Mais ce rappel au mythe de Prométhée pose aussi une question. Et cette question, elle est là aussi assez facile, mais l'art dont les préhistoriens étudient l'apparition est-il réductible à l'usage des outils? C'est une question sur laquelle les préhistoriens ne me paraissent pas toujours répondre très très clairement. Donc l'art est-il réductible à l'usage des outils? Et c'est justement ce que Bataille va me permettre d'examiner. La thèse de Bataille, donc, il a expliqué ça notamment dans le miracle de Lascaux, un de ses ouvrages. Sa thèse, elle est à peu près la suivante. La naissance de l'art, telle que la grotte de Lascaux l'illustre. Donc, cette grotte, elle vient d'être découverte lorsque Bataille écrit. Elle a été découverte en 1940. Donc, c'est une grotte dont on fait remonter les peintures pariétales à environ 20 000 ans, je crois, avant Jésus-Christ. Eh bien, la naissance de l'art coïnciderait, selon Bataille, avec la prise de conscience par les hommes de l'âge du renne, de leur séparation d'avec les animaux, donc de leur spécificité. Au fond, ces peintures rupestres commémoreraient cette prise de conscience qu'auraient effectuée les humains qui se seraient découverts une spécificité par rapport au monde animal et qui auraient donc procédé de telle sorte d'accentuer cette séparation avec les animaux. Et Bataille considère, enfin pour étayer sa thèse, que c'est la raison sans doute pour laquelle ils se sont attachés à représenter figurativement les animaux, ces animaux dont ils se sont coupés, et la représentation qu'ils ont donnée des animaux était pour cette raison sans doute beaucoup plus élaborée que la représentation qu'ils donnaient des humains eux-mêmes. C'est vrai, quand vous regardez les grottes de Lascaux, vous avez de magnifiques bisons, biches, etc. C'est vraiment très très beau. Et puis quand il s'agit de représenter l'humain, c'est une espèce de petit Mickey complètement bâclé, comme si il n'y avait eu aucun intérêt, à vrai dire, à représenter l'humain, mais en revanche, présenter l'animal sous la forme la plus rutilante était sans doute l'obsession de ces hommes de l'âge du renne. Et Bataille dit c'est comme s'il y avait une espèce de sentiment de culpabilité chez les humains de cette époque-là, qui avaient le sentiment d'avoir commis une espèce de faute en se séparant du règne animal et qui voulaient à leur manière expier cette faute en rendant le plus bel hommage qui soit
à ces animaux. Donc, d'où cette grande précision, je viens de le dire, portée à la figuration des animaux et l'aspect presque bâclé de l'image des chasseurs dans cette représentation pariétale. Donc, l'art naissant relèverait, dans cette hypothèse, d'une activité témoignant d'un arrachement à l'ordre naturel. Les humains, donc, entrent en art pour signaler cette espèce d'arrachement à l'ordre naturel, la représentation dont ils se révèlent capables, et la maîtrise qui ne doit rien à l'instinct de la maîtrise sensorimotrice du geste, serait le symbole même de cet arrachement à l'ordre naturel. Et l'art déborderait ainsi le strict espace de la nécessité, l'espace de la nécessité qui impose les outils comme prolongement vital de la force humaine. Et vous voyez donc la bifurcation entre l'art et les outils à proprement parler. L'outil relève de l'espace de la nécessité des impératifs de survie. L'art dit autre chose, même s'il recourt à des outils minimaux pour assurer la représentation. Donc, là où les impératifs de subsistance exigent quelque chose comme un travail, une activité finalisée, un calcul sur les objectifs, eh bien, se dégage un espace pour une autre activité qui est l'activité artistique. Et l'art nous mettrait donc dans un autre espace que Bataille décrit comme sacré. Le sacré connote le séparé. Sacré, ça vient de sekurus, enfin une étymologie en tout cas possible, de sekurus, la hache, ce qui sépare. L'art donc nous propulse dans un univers séparé. Séparé de quoi? Séparé précisément de l'espace où règnent les impératifs utilitaires et les impératifs de survie. Et l'art sacré est aussi art souverain, puisqu'il nous délivre des impératifs de l'action laborieuse. Donc, l'art brise l'immédiateté du rapport premier à la nature, la relation de l'animal avec son environnement, et il se dégage aussi de l'assujettissement aux exigences de la simple survie biologique. En d'autres termes, et là l'expression risque d'apparaître un peu plate aujourd'hui, dans les années 1950, elle l'était moins, mais en d'autres termes, c'est la spiritualité qui apparaît avec les premières manifestations de l'art, une spiritualité décrite comme une transgression jubilatoire des interdits qui règlent le temps profane, celui qu'impose le travail. Donc une spiritualité qui est aussi la promesse d'une communication entre les hommes, car la domination du travail isole, atomise, plus qu'elle ne réunit. Et Bataille trouve là à illustrer ses thèmes favoris, la communication fondée sur l'excès, le débordement de la sphère de l'utilité, l'excès, et la dépense improductive, contre l'enfermement dans un monde profane où l'outil règne sans partage. Cette interprétation est peut-être en partie arbitraire. Je la crois quand même relayée par les historiens d'aujourd'hui, tentés parfois de rebaptiser Homo sapiens Homo spiritualis artifex. Car la spiritualité paraît bien le propre de l'espèce humaine et l'art, fût-il rudimentaire, le révèle clairement. Je m'empare de cette évocation de la lecture de Lascaux ou La naissance de l'art de Georges Bataille pour introduire justement ce que j'annonçais, la notion de fonction symbolique, pour caractériser l'humain et pour le distinguer tant des animaux que des dieux. Et avant d'y ajouter tout à l'heure le robot. Je définis, après Cassirer notamment, la fonction symbolique par 3 propriétés, dont l'art semble porteur et avec lui l'humain. Là, ce sont des choses qui sont assez connues, mais qu'il est bon peut-être de rappeler. La fonction symbolique, elle est d'abord constituée
par cette faculté de distanciation que nous permet le langage. Le langage, c'est d'abord cette force, cette faculté qui nous permet de distancier les choses, de rompre avec l'immédiateté. Le langage nous permet de dire le futur et le passé. Il nous permet de dire ce qui n'est pas, ce qui pourrait être, ce qui a été. Le langage nous permet le mensonge. Et j'aime beaucoup les textes de George Steiner qui disait que l'humanité commence par le mensonge. C'est la faculté de dire donc le contraire de la réalité qui nous caractérise comme humains et qui nous permettra d'évoluer, de nous développer, de nous construire, d'entrer dans une histoire qui est pour une part aussi une fiction. Donc cette fonction symbolique, elle a comme première caractéristique de nous permettre de rompre avec l'immédiateté à laquelle sont contraints les animaux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la fonction symbolique, alors je brode évidemment à partir de Cassirer, mais je crois que c'est assez fondé, assez légitime. Le deuxième aspect de la fonction symbolique, c'est le fait que nous, humains, nous bénéficions d'une faculté qui nous rend capables d'interrompre les automatismes, à commencer par les automatismes de l'instinct. Je suis quand même assez surpris que parmi les définitions de l'intelligence que l'on sollicite beaucoup aujourd'hui dans le contrepoint des discussions sur l'intelligence artificielle, on omette de dire que l'intelligence, nous le savons tous très bien, c'est ce qui nous permet de dépasser l'instinct, c'est-à-dire de rompre effectivement avec les comportements automatiques. Le petit de l'homme entre dans l'humanité lorsqu'il apprend à dépasser ses instincts, à ajourner la satisfaction immédiate qu'il attendait de ses pulsions. Très important, donc nous sommes intelligents parce que nous pouvons surmonter l'instinct et refuser d'être prisonniers des communications non choisies, de toutes ces communications qui nous sont imposées par des automates, et notamment les communications qui nous obligent à répondre à des instincts, disons, grégaires. La troisième caractéristique de la fonction symbolique qu'il me paraît important de souligner, c'est la faculté de désintéressement. Nous sommes, en tant qu'humains, nous partageons cela en partie avec certains animaux, avec les grands primates, mais nous sommes capables de jouer, nous sommes capables de manifester par là notre détachement par rapport aux contraintes des impératifs de la survie. C'est le fondement des conduites glorieuses, ou plus simplement des activités artistiques dont je viens de parler avec Bataille, des activités qui ne se réduisent pas à l'utilisation d'outils. Le désir, le temps, le sexe, la mort sont impliqués dans cette faculté de désintéressement. Au fond, tout le ferment des cultures humaines tient dans l'expression de cette faculté de désintéressement. Donc vous voyez, il n'est pas difficile d'apercevoir combien la culture numérique, combien le règne des algorithmes menace la fonction symbolique, telle que je l'ai définie. Atteinte au langage, transformation des signes qui autorisent le dialogue en signaux qui imposent des comportements, volonté d'imposer donc ces signaux et de minimiser donc la part des signes toujours jugés ambigus, cette chasse à la désambiguation de nos langages par les machines qui ont besoin de monosémie. C'est un signe plus qu'évident. Imposition de communication toujours plus envahissante, la question de la déconnexion devenant un vrai problème pour nous aujourd'hui, et assujettissement à des régimes de profit sans fin,
vous voyez que le paysage de la culture numérique est presque un déni de la fonction symbolique de l'humain tel que je viens de la caractériser. Et vous comprenez déjà comment je vais être amené à camper l'un face à l'autre, le transhumanisme et l'art. Réduit à la technique, l'art est dépouillé de la spiritualité dont il était l'expression et qui sublimait à sa façon l'accord de l'outil et de la parole, de la maîtrise technique et de la vie intérieure. Voilà, je peux à présent affronter les ambitions des transhumanistes dont on s'accorde à dire qu'ils veulent transformer, augmenter, transfigurer l'humain en l'investissant avec les sciences et les technologies d'aujourd'hui. Alors pour évoquer ces ambitions, je regarde l'heure, mais Armen, tu me feras signe si je suis trop bavard. Pour évoquer ces ambitions transhumanistes, je vais procéder de manière un peu impressionniste, par touche en tout cas. Je vais le faire en invoquant quelques lieux communs. Alors cette idée de lieu commun, n'y mettez pas plus qu'elle ne contient. J'appelle lieu commun ces propositions qui sont devenues quelquefois des slogans, hein, et qui nous empêchent à proprement parler de penser. C'est le propre d'un lieu commun, et qui en même temps ont des effets sur nos comportements, sur nos engagements, sur nos idéaux. Par exemple, si je prends un lieu commun classique, hein, quand on dit l'humain est un animal comme un autre, hein, c'est devenu effectivement un lieu commun qui implique quand même pas mal de conséquences dont on ne prend que rarement la mesure. Par exemple, si en tant qu'humain je suis un animal comme un autre, ça veut dire que je suis sujet à des déterminismes contre lesquels je ne peux rien faire. Armen évoquait tout à l'heure la question du libre arbitre. Bon. Ça veut dire aussi que j'appartiens à la communauté des vivants, sachant que le vivant n'est pas forcément la vie. Le vivant, la logique du vivant est algorithmique, comme disait François Jacob. La vie, c'est peut-être autre chose. Ça veut dire aussi que le progrès de l'humain est illusoire, si je ne suis qu'un animal comme un autre. Et ça veut dire que je suis une créature. Enfin bref, vous pouvez dévider tout un ensemble de conséquences à partir de ce lieu commun ces conséquences pouvant paraître éminemment discutables. Ou si je prends un autre exemple de lieu commun, hein, aujourd'hui, j'entends dire qu'à l'échelle nanométrique, donc au 1 milliardième de mètre, il n'y a pas de différence entre le vivant et l'inerte. Hein, c'est un lieu commun, là aussi, qui va avoir des conséquences va justifier peut-être un scepticisme à l'égard des idéaux humanistes, c'est assez évident. On dira à partir de ce lieu commun que je ne suis qu'un organisme complexe qui ne s'explique qu'en termes de matière, hein, et de proche en proche, on finira par admettre que je peux tout à fait bien disparaître ou faire disparaître l'humain, puisque ça n'a pas d'importance. L'échelle nanométrique pouvant justifier le caractère toujours remplaçable de l'humain. Donc, c'est quelques-uns de ces lieux communs que je voudrais énumérer parce qu'ils accompagnent aujourd'hui l'exposé des prouesses technoscientifiques et ils font partie de l'argumentaire des transhumanistes. Alors, premier lieu commun sur lequel j'insiste un petit peu, celui qui consiste à dire que l'humain est plastique. Bon, ça, c'est un lieu commun qui est volontiers mis en perspective par rapport aux neurosciences. Et quand on dit que l'humain est plastique, on ne dit pas que l'humain est perfectible. Ça n'est pas la même chose. J'entends souvent, moi, des gens qui me disent que Rousseau et Jean-Pierre Changeux disent la même chose. Hein. Bon, ben non, c'est pas vrai. Hein. Il n'y a plus dans l'idée de plastique l'idée d'un meilleur, hein, mais il y a l'idée d'un toujours autre, ce qui n'est pas la même chose. La perfectibilité suppose
une vection, une vectorisation vers un meilleur. La plasticité ne dit absolument pas cela. Et cette distinction, elle me paraît particulièrement importante lorsque on évoque la manière dont on a traduit le enhancement dans l'expression humain augmenté, plutôt que humain amélioré. L'enhancement aurait pu être traduit par humain amélioré. On a choisi de le traduire par humain augmenté. Et on peut évidemment tirer quelques conséquences de ce choix du quantitatif contre le qualitatif, et la nature éminemment plastique du cerveau vient assurément étayer une thèse anti-substantialiste de l'humain, mais elle n'étaye pas une thèse mélioriste de l'humain. Je reprends l'expression « c'est un animal comme un autre » parce que c'est aussi, ça appartient aussi à l'argumentaire des transhumanistes. Mais plus qu'aux transhumanistes, c'est l'écologie, évidemment, qui a rendu ce lieu commun saillant. On rappelle que l'être humain est un être de pulsion et que la culture sert avant tout à inhiber ces pulsions jusqu'à dénaturer éventuellement l'humain. Et c'est quand on s'attache à mesurer les conséquences de cette dénaturation chez les écologistes que intervient le jugement normatif de certains écologistes, mais pas simplement des écologistes. Souvenez-vous, Lévi-Strauss, récriminant contre l'humanisme en disant qu'au fond, l'humanisme a privilégié l'humain qui est le principal prédateur, l'introducteur de tous les désordres dans la planète, et que l'écologie profonde en est déduit que on pourrait bien se débarrasser des 3/4 de l'humanité, s'explique tout à fait bien, de la même manière que certains transhumanistes d'aujourd'hui qui proclament que le visage de l'humain à l'avenir ne peut pas, le visage de l'avenir ne peut pas être celui de l'humain. C'est un lieu commun aussi. Jean-Michel Truong disant après la Shoah, l'avenir de l'homme ne peut pas avoir le visage, l'avenir de l'humanité ne peut pas avoir le visage de l'humain. Enfin bref, cette idée qu'il faut contribuer à l'avènement d'un successeur, comme il dit, et c'est cette idée selon laquelle le transhumanisme est un anti-humanisme parfaitement assumé. Autre lieu commun, étayé par certaines annonces technoscientifiques relayées par le transhumanisme, le devenir de l'humain devrait aller vers toujours plus de dématérialisation. Alors ça, c'est une idée forte qui est surtout argumentée dans le fameux rapport NBIC de 2003, le rapport intitulé « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines », et qui convoque toutes les réalisations des NBIC pour montrer que le sens de l'histoire, entre guillemets, ou le sens des évolutions devrait nous conduire à toujours plus de dématérialisation. Alors là, il y aurait énormément à dire, je ne le ferai pas ici, parce qu'il y a aussi une thèse quasi métaphysique derrière tout cela, qui est cette disqualification ancestrale du corps, de la corporéité. Mais pour le dire de manière caricaturale, je vois chez bon nombre de transhumanismes une référence à Teilhard de Chardin qui me fait sourire et qui fait sourire bon nombre de spécialistes de théologie ou d'histoire religieuse. Mais au fond, il n'est pas rare que les transhumanistes disent qu'il y a compatibilité entre leur thèse militant pour une dématérialisation croissante et la thèse selon laquelle Teilhard de Chardin aurait dit que le jugement dernier coïnciderait avec ce point oméga au cours duquel la conscience aurait pu se débarrasser du corps, et donc le jugement dernier, ce serait le moment où précisément triompherait
une conscience sans cœur. Et vous voyez par où ont pu se nicher quantité de fantasmes autour du mind uploading, ce téléchargement du cerveau dans le cyberespace. Mais la référence la référence à la métaphysique que j'esquissais à l'instant, elle me paraît aussi extrêmement utile pour comprendre cette espèce d'obsession de la dématérialisation, qui est aussi une obsession de la virtualisation dans le contexte des technosciences. Référence à la métaphysique, parce qu'au fond, il n'y a pas de métaphysique qui n'ait souhaité assurer la victoire de l'esprit sur la nature. Tous les grands systèmes métaphysiques sont des tentatives pour expliquer, souvent de manière systématique, comment on vient à bout de la passivité corporelle première, qui est l'élément premier de la condition humaine. Prenez les idéalistes allemands, prenez Fichte. La question est de savoir comment on va bien pouvoir déduire le cœur, ce cœur qui nous est imposé comme une extériorité, puisque nous ne l'avons pas voulu. Cette corporéité est pratiquement la croix du métaphysicien qui doit, d'une manière ou d'une autre, la déduire à partir du concept, cette passivité, en montrant que précisément on a surmonté le cœur. Toute la phénoménologie de Hegel est une illustration à sa façon de la chose. Ça commence par la certitude sensible, la confrontation de la conscience à ce qui n'est pas elle, à ce qui lui est extérieur, et toute l'odyssée de la conscience, racontée par la phénoménologie de l'esprit, consiste à montrer comment, de plus en plus, la conscience finit par s'assimiler cette extériorité, dont le corps est le symbole même. Tout ça est extrêmement important. Et quand Heidegger dira que la technique est le devenir monde de la métaphysique, il dira quelque chose aussi de cette sorte-là. C'est-à-dire que la technique, la technologie accomplit le rêve métaphysique d'une déduction de la passivité corporelle. Elle le fait d'abord en prétendant nous débarrasser de la chair, de la viande, comme disent les transhumanistes, et en assurant un contrôle sur le corps grâce à son hybridation avec les machines. Et là, je vous recommande de lire Gunther Anders, qui a aussi des aperçus extrêmement intéressants sur la complicité qu'il y a entre la technologie et les métaphysiques les plus anciennes. Autre lieu commun, mais que je vais prendre de manière un peu plus systématique maintenant, c'est les aspirations de l'espèce humaine qui sont censées devoir être satisfaites grâce à la convergence technologique, donc grâce au NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences de l'information, et cognition et neurosciences. Je pense que, sans prendre beaucoup de risques, que le rapport NBIC de 2003, finalement, est une manière d'affirmer que c'est dans la dissolution du corps que réside la renaissance qui nous appelle. Vous savez, les premiers mots de ce rapport NBIC, les tout premiers mots, qui ont valeur de manifeste, sont les suivants. Nous sommes à la veille d'une nouvelle renaissance. Nous sommes à la veille d'une nouvelle renaissance. Et cette renaissance, il faut la prendre à la lettre. Vous savez que l'un des rédacteurs de ce rapport NBIC est historien des religions. Je ne me souviens jamais si c'est Rocco ou Banbridge, mais c'est l'un des deux. Il est historien des religions, donc il emploie les mots à leur juste portée. On ne dit pas qu'on est à la veille d'une révolution, on dit qu'on est à la veille d'une renaissance. Et la renaissance, c'est d'abord et avant tout la réinvention des possibles sur la base d'une table rase. Une table rase. La Renaissance européenne, c'était faire table rase du Moyen-Âge et redécouvrir le foyer de toutes les possibilités.
Eh bien, nous serions aujourd'hui à la veille d'une renaissance d'un genre nouveau mais apparentable, à la veille de faire table rase de l'humanité telle que nous la connaissons pour faire surgir, faire émerger un foyer de possibilités inouïes, inédits, imprescriptibles, imprévisibles, qu'on appelle grosso modo la singularité. Alors, si on regarde dans le détail cette dissolution du cœur qui nous est proposée comme programme par les NBIC, on peut la repérer, cette dissolution, à chacun des étages de cette convergence technologique. J'ai évoqué les nanotechnologies, mais les nanotechnologies nous font faire l'expérience d'une dématérialisation qui révèle, comme je vous le disais tout à l'heure, l'indistinction fondamentale entre l'inerte et la vie. Et les nanotechnologies, vous connaissez peut-être le travail de Sacha Löw, par exemple, là-dessus, ou de Bernadette Bensaud de Vincent, montrent bien, suggèrent bien qu'elles obéissent à quelque chose comme une expérience d'ordre métaphysique, favorable à une représentation moniste complètement déréalisante. L'univers des nanotechnologies contribue à unifier en quelque sorte l'univers en révélant qu'il n'y a pas lieu de séparer entre des ordres, végétal, animal, humain, etc. Mais on est dans un contexte où l'humain n'est qu'un épiphénomène émergent comme un autre, mais au sein d'une représentation fondamentalement moniste. Donc déréalisation, dématérialisation, décorporalisation, les nanotechnologies sont aux premières loges pour accréditer cette thèse soutenue par les transhumanistes. B comme NBIC, dans MBIC, les biotechnologies, là, il y aurait sans doute beaucoup à dire, mais on peut dire que les PMA, les procréations médicalement assistées, mais plus largement le génie génétique aujourd'hui, c'est le domaine de la fabrication de l'humain. Donc c'est le reflet d'abord d'une certaine mécanisation du vivant, et c'est aussi aujourd'hui le rêve de supprimer la naissance. Et on voit bien l'enjeu qu'il y a à supprimer la naissance. Supprimer la naissance, c'est supprimer donc la passivité que j'évoquais tout à l'heure. C'est supprimer par conséquent cette dépendance, cette contrainte à être ce qu'on n'a pas choisi d'être. C'est la vocation à supprimer le hasard. Donc j'insiste pas davantage là-dessus, mais parmi les fantasmes transhumanistes, cette suppression de la naissance a valeur vraiment de manifeste. Les PMA, c'est aussi le fantasme du clonage, du clonage pour éviter, tout à l'heure l'exposé parlait de clonage, mais il aurait pu parler aussi de la scissiparité, parce que c'est au fond ça que l'on cherche à réactiver, cette scissiparité qui, dans le domaine du vivant, assure à certains animaux le privilège de la reproduction non sexuée que vous évoquiez tout à l'heure. Eh bien, donc, les PMA sont hantées, oui, elles sont hantées par ce fantasme d'un clonage pour éviter l'hybridation aléatoire de la reproduction sexuée. Il faut se débarrasser du hasard, donc se débarrasser de la reproduction sexuée. Et par voie de conséquence, se débarrasser de l'opposition des genres. Lisez ou relisez Donna Haraway qui, dès 1986, dans le manifeste Cyborg, mettait en avant cette chance extraordinaire que constituerait la substitution à la reproduction du clonage, via éventuellement l'ectogénèse, etc. Bon, les biotechnologies, c'est aussi le lieu d'un eugénisme négatif.
supprimer les maladies génétiques, mais aussi le lieu d'un eugénisme positif, si l'on songe qu'aujourd'hui, on est à la veille de solliciter certains instruments du génie génétique pour booster les humains. Vous avez tous entendu parler de CRISPR-Cas9, donc ce ciseau moléculaire qui a déjà donné de mauvaises idées aux Chinois, qui ont engagé une expérimentation pour faire en sorte d'importer le gène présumé responsable de l'hyperintelligence d'individus porteurs d'un QI de 160, donc importer le gène prétendument responsable dans des gamètes ou dans des embryons pour faire naître des sociétés d'Einstein. Bon, c'est dérisoire et en même temps symptomatique de la situation et de cette espèce de réactivation de l'ambition eugéniste. Donc, on s'habitue dans le contexte du transhumanisme et des NBIC, on s'habitue à l'idée que le vivant humain n'est qu'un assemblage de métabolismes. On avait déjà appris que la vie n'était que de l'algorithmique. Eh bien là, le vivant, un assemblage de métabolismes dont on va assurer ou chercher à assurer la pérennité. C'est ce que les philosophes considèrent comme un désenchantement extrême, mais c'est aussi l'un des points d'orgue de cette décorporalisation qui caractérise la sollicitation des technosciences d'aujourd'hui. Dans les NBIC, j'en arrive à I, l'informatique, l'intelligence artificielle. Bon, là, les choses sont presque plus simples et vous en êtes, j'imagine, familier. C'est le tout informationnel, c'est la numérisation généralisée, c'est l'idée que l'humain n'est plus qu'un support de données interconnectées avec d'autres supports. Bon, c'est toute la représentation que l'on nous inflige aujourd'hui dans le contrepoint du big data. Bon, et c'est aussi l'idée qu'au bout du compte, il n'est qu'un simple neurone du cerveau planétaire. Bon, tout ça fait couler beaucoup d'encre et atteste toujours un peu plus que l'avenir appartient désormais aux machines, que la commande est en train de passer décidément aux machines. J'emploie l'expression commande puisque vous savez qu'elle a fait l'objet d'un rapport de la CNIL au début de l'année, un rapport intitulé « Jusqu'où sommes-nous en train de perdre les commandes ?» C'est quand même extrêmement intéressant que la CNIL formule les choses de cette manière-là. Nous serions en train de perdre les commandes et seuls survivront les humains qui auront acquis les moyens d'interférer avec les machines. Donc c'est toute la prospective d'Elon Musk aux États-Unis avec Neuralink, justement, et tout l'essentiel du discours du technoprophète français Laurent Alexandre. Il est encore temps de monter dans le train de l'intelligence artificielle. Si on ne le fait pas, nous serons les chimpanzés du futur. Les choses sont aussi claires et simples que cela. Donc l'objectif, il est à part entière dans le rapport NBIC de 2003. L'objectif, c'est d'assurer autant que possible la communication et l'interfaçage du cerveau et de la machine, et du cerveau et du cerveau. Et quand on lit le rapport NBIC, on s'aperçoit que c'est la dimension majeure, l'annonce majeure, cette dématérialisation de l'humain que j'évoquais, elle a comme traduction la réalisation de cet interfaçage cerveau-machine-cerveau. Le fantasme, donc, c'est de faire triompher les signaux sur les signes, toujours aléatoires et imprévisibles, et assurer, je le disais, cette télépathie universelle que les imaginaires de science-fiction déclinent à tout va, mais que des programmes scientifiques comme ceux que porte Kevin
Stephen Warwick au Royaume-Uni, eh bien, accrédite également. Dans NBIC, c'est la cognition, ce sont aussi les neurosciences, c'est tout ce domaine où opère le mieux sans doute le réductionnisme qui contribue à faire disparaître la spécificité de l'humain par rapport à la machine. S'il y a bien un contexte dans lequel la fonction symbolique que j'évoquais tout à l'heure se trouve malmenée, c'est bien le contexte des sciences cognitives. Bon, là, il faudrait faire une généalogie un peu précise pour argumenter tout cela, mais le triomphe d'un concept d'intelligence qui évacue la conscience et qui évacue l'intentionnalité, bon, ce triomphe de ce concept d'une intelligence donc exclusivement tournée du côté du calcul, bon, c'est effectivement le résultat de la cybernétique de Wiener à la fin des années 40. Bon, je n'entre pas là-dessus, mais d'abord, il y a eu aussi sans doute les sciences du comportement, le behaviorisme à l'origine. Donc, bon, toute l'histoire des sciences cognitives, dans leur version computationnaliste, connexionniste et même énactif, sont là pour attester de ce réductionnisme fondamental dont nous sommes aujourd'hui le produit, le résultat, et dont les problématiques transhumanistes ont su s'emparer. La solidarité des sciences cognitives et des neurosciences, elle est quasiment naturelle. Donc des éléments discrets qu'on appelle des bits ou des symboles ou des neurones, donc produisent des comportements adaptés en s'associant en réseau dynamique. Tout ce qu'on raconte au grand public aujourd'hui à propos de l'intelligence artificielle repose là-dessus. On essaye de faire comprendre aux gens le fonctionnement des systèmes convolutifs qui ont permis la victoire d'AlphaGo. Bon, sans doute que le public passe à côté de tout cela, mais en gros, les choses sont assez simples. Et la description des deep learning, des machines à apprendre, des robots, des algorithmes, etc. Tout ça milite en faveur des fantasmes singularistes de Kurzweil et justifie sans doute que tous les thèmes transhumanistes pénètrent de plus en plus dans l'esprit de nos contemporains, certes pas sous une forme technique, mais sous une forme qui est fantasmatique. Alors, ma conclusion à propos des NBIC, c'est que je pense que c'est vraiment le chantier où s'orchestre la dissolution de l'humain, tel que l'humanisme en défendait la figure, la figure d'un être fini, inachevé, et pour cette raison ouvert au possible. L'humanisme de la tradition gréco-latine mettait l'accent sur le fait que c'est parce que l'humain était précisément inachevé qu'il était perfectible et qu'il était capable de construire une histoire et d'ouvrir des possibles, et d'accéder à l'univers de la culture et de l'art. Dans mon livre Demain les post-humains, donc il y a une dizaine d'années, j'avais rappelé les propos de Roger Caillois, qui montrait que la chance de l'humain, c'était qu'il était un raté. C'est le ratage de l'humain qui est précisément sa chance. Bon, on voit bien que les signes se sont radicalement inversés aujourd'hui, et ce ratage, on ne veut pas le rater, et on veut au contraire le supprimer. Les NBIC, c'est le symptôme d'une dévitalisation des esprits. Si vous songez que cette fonction symbolique qui nous spécifie, devient l'objet de l'opprobre ou l'objet de cette honte prométhéenne dont parlait Gunther Anders. Dans mon livre Demain les post-humains, j'avais émis la thèse selon laquelle les sociétés technologisées étaient en train de développer quelque chose comme une dépression chronique,
qui a conduit à déserter l'humain pour le post-humain et à ambitionner la pensée intégrale comme le nec plus ultra de la réalisation de l'humain. Vous savez, cette pensée intégrale, sous la plume de Kurzweil et d'autres, c'est ni plus ni moins que l'implémentation d'Internet dans nos cerveaux, grâce à la stimulation cérébrale profonde que pour l'instant on est en train d'expérimenter à Grenoble au Clinatech, avec Ben Habib comme chef comme promoteur. Cette stimulation cérébrale profonde a conduit à formuler ce concept de pensée intégrale et donne la pensée intégrale comme justement ce qui nous permettrait non seulement de rompre avec la dépression chronique liée à la honte prométhéenne, mais permettrait de revitaliser d'une certaine façon nos esprits. On abdique ce qui procède de la vie en refusant la mort, en refusant le temps, en refusant le désir, en refusant l'aventure. Tous ces refus, ils sont pris en charge par bon nombre de transhumanistes, à peu près dans ces termes-là. Le refus de la mort, c'est bien connu. Le refus du temps, la société automatique, comme dit Bernard Stiegler, est une société qui veut en finir précisément avec le temps, en instaurant la répétition. En finir avec le désir, c'est tout ce qui relève de la désublimation. En finir avec l'aventure, c'est tout ce qui prétend nous débarrasser du hasard. Donc la revendication d'immortalité montée au pinacle est présentée comme le summum de ce que l'espèce humaine est censée vouloir. Cette revendication d'immortalité, elle est aussi bien le consentement à être traité en animal ou en machine, comme une infrastructure qui fonctionnerait avec des automatismes pérennisables. Il me semble à peu près évident que vouloir l'immortalité dans les termes des transhumanistes d'aujourd'hui, c'est vouloir l'animalisation, puisque l'animal à sa manière est immortel, puisqu'il est soumis à cette cyclicité qui permet à chaque individu d'accomplir son cycle et d'être relayé, la mort étant toujours renaissance pour un animal. Donc il y aurait beaucoup à dire là, sur cette importation d'un concept animaliste de l'immortalité dans le contexte de l'humain. L'extinction de la vie intérieure, pour parler comme les spiritualistes, qui signifiait chez les Grecs et dans le christianisme la possibilité d'ouvrir à l'éternité, cette extinction de la vie intérieure est aussi un thème que pour ma part je développe sans état d'âme, si je puis dire. L'opposition entre l'immortalité et l'éternité est une opposition qui est dans la tradition occidentale extrêmement marquée et qui est complètement biffée par les transhumanistes d'aujourd'hui. Il suffit de lire Hannah Arendt, Conditions de l'homme moderne, par exemple, pour découvrir que les Grecs et les chrétiens contemporains de saint Augustin avaient découvert que si l'immortalité ne nous était pas accessible, puisqu'elle était le privilège des animaux et des dieux, moyennant une conversion hors de la corporalité, nous pouvions aspirer à une éternité. Et l'éternité, dans les traditions orphiques ou chez Platon, comme chez saint Augustin, l'éternité, c'est toujours, ce qu'on obtient après la mort. Il faut mourir pour être éternel. Et il faut hypervaloriser la vie intérieure pour pouvoir s'arracher à la corporalité, à l'animalité en nous. Mais ce sont des distinctions qui ont été complètement oubliées, précisément parce que depuis le behaviorisme jusqu'aux sciences cognitives, la vie intérieure a été balayée, et elle n'est pas près de retrouver ses lettres de noblesse, mais c'est ce qui explique en tout cas qu'on ait pu liquider la vie avec la mort
et qu'on puisse projeter aujourd'hui une situation d'ammortalité, comme disait Edgar Morin il y a une 50aine d'années, et une situation d'ammortalité qui consisterait précisément dans la répétition permise par les automates, permise par les technologies. Et de ce point de vue, je considère qu'on pourrait lire avec grand profit et de manière presque érudite la possibilité d'une île de Michel Houellebecq qui, à mon sens, touche bien la chose, hein, en mettant en scène la série de clones, une série de clones, hein, au risque de l'ennui ou au risque de n'avoir comme unique solution que le suicide. Alors bon, je conclus en 2 mots. Ainsi, au fond, j'ai pu exprimer l'idée que face aux fantasmes transhumanistes, face aux annonces hype des technoprophètes ou des technoprogressistes, eh bien, il est sans doute urgent d'objecter l'art, la littérature, en tant qu'elle revendique l'irréductible en l'humain, que j'ai appelé la fonction symbolique. Ainsi, j'ai pu finalement développer cette idée auprès de vous. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Merci. Donc, merci beaucoup, Jean-Michel, pour cet exposé qui est vraiment très, très riche et très clair. Au fond, ma première question va être assez courte. Peut-être pas simple, mais assez courte. On a vu plus tôt dans la journée que la subjectivation, ça pouvait être autant la suggestion que l'appropriation qui crée un sujet, qui crée des valeurs, donc ce double sens possible. Quel serait dans ce tableau que vous dessinez dans cette opposition entre l'art et le transhumanisme, pour résumer, quelle serait la place donc de la subjectivité aujourd'hui, de la subjectivation dans ce tableau-là, sachant que, d'après ce que vous avez dit, en tout cas de ce que j'ai compris, on a parfaitement la possibilité de subjectiver, y compris les discours transhumanistes, et y compris s'ils sont des fake news, puisqu'on a parlé tout à l'heure de fake news. Donc, quelle serait la subjectivité et la subjectivation possible, avec en toile de fond ce double sens, au fond, de la subjectivation? Bon, c'est une question difficile pour moi qui n'ai pu assister qu'aux exposés de l'après-midi. Hein, donc, j'aurais aimé effectivement pouvoir rebondir sur ce que vous avez pu entendre ce matin. Cela étant, je vais prendre la question de manière finalement une manière assez métaphysique. Hein, la subjectivité. J'ai évoqué les grands systèmes métaphysiques de l'idéalisme allemand, qui avait à résoudre cette question de la passivité. Déduire la passivité du corps, c'était pouvoir montrer que le corps n'était en réalité que le produit de l'esprit. N'était que le produit de l'esprit. Chez Hegel, ça se dit différemment. Il s'agit de montrer que le sujet entre dans un processus de subjectivation, puisqu'il entre dans une démarche dialectique. Hein. Le sujet doit reconnaître au terme de l'odyssée de l'esprit qu'il coïncide avec la réflexion. Autrement dit, le sujet et la subjectivation sont la même chose. Le sujet, la subjectivité, se découvre comme un processus. Elle est processuelle. Le sujet est loin d'être l'élément d'extériorité qui ferait face à l'objet, ce qui est la situation cartésienne, si vous voulez.
Cette opposition du sujet et de l'objet se traduit au terme du système comme une reconnaissance de l'identité entre le sujet et l'objet. Le sujet se découvre dans l'objet comme lui-même. Le sujet se découvre dans l'objet comme lui-même. C'est ça la logique systématique des grands systèmes métaphysiques. Bon, chez Hegel, c'est très très net, mais au fond, chez Fichte, chez Schelling, chez tout. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Je le fais un petit peu par la bande, mais on retrouve vraisemblablement les concepts que vous avez remués ce matin et cet après-midi, pour autant que j'ai pu m'en apercevoir. Le sujet entre dans une démarche d'appropriation de l'objet, mais cette appropriation de l'objet, loin de maintenir le sujet à l'extérieur de l'objet, elle le conduit à coïncider avec lui. Alors je ne sais pas ce qu'on peut en faire en sociologie de cette idée-là, mais enfin, pour moi, elle est quand même très très suggestive, et c'est une idée que j'objecte volontiers à toutes les pensées abstraites, c'est-à-dire les pensées qui sont incapables de réconcilier sujet et objet. Et il me semble que dans le monde des technosciences et du transhumanisme que j'ai évoqué un peu, on est dans la pensée abstraite, dans la pensée la plus abstraite qui soit. Merci. Oui, ma question, c'était aussi quelle subjectivation est possible en temps TEMPS transhumaniste qui ne soit pas une aliénation, parce que je peux avoir le sentiment de m'approprier des techniques ou de m'approprier des valeurs et être dans un processus d'aliénation. Donc comment... ouais. Oui, alors là, c'est une autre question qui devrait appeler comme réponse que finalement, les transhumanistes, je l'ai dit peut-être un peu schématiquement, ne sont pas des progressistes, ce sont des théoriciens de la rupture. S'ils étaient progressistes, ils pourraient permettre de répondre à la question telle que vous la posez. C'est-à-dire qu'on aurait affaire à une espèce de sujet cartésien qui est en quête d'autonomie, et qui trouverait de plus en plus son autonomie dans les machines, et qui peut-être risquerait aujourd'hui d'être dépossédé par les machines qui elles-mêmes deviennent autonomes. Mais on aurait un sujet de l'action qui demeurerait. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce qu'ils ne sont pas dans la veine d'un Condorcet, ils ne sont pas dans la veine de l'Aufklärung. Ils sont plutôt dans la posture de donner le sujet comme ce qui va exploser, ce qui va disparaître, ce qui va muter et faire advenir quelque chose d'autre radicalement étranger. On est dans une logique, je pourrais dire que peut-être l'opposition entre Lamarck et Darwin serait pertinente pour dire cela. Avec le lamarckisme, on peut penser quelque chose comme un sujet qui est soumis à transformation, qui est soumis à un processus continu, et qui passe par ce que quelqu'un appelait l'épopée de l'obscur, qui permet l'appropriation progressive et la transformation progressive d'un sujet. Avec Lamarck, on est là-dedans. Avec Darwin, on n'est plus du tout là-dedans. Il n'y a pas de sujet, il y a des variations, il y a des duplications qui font éventuellement mutation et qui font émerger quelque chose. Il n'y a pas de continuité avec le lamarckisme. On est dans quelque chose qui est toujours de l'ordre du hasard sans sujet. On est dans un processus sans sujet, pour le dire à la manière d'Althusser. Et donc,
je pense que la question que vous posez, qui est une bonne question, y a-t-il une subjectivation possible en temps transhumanisme? Ben je ne crois pas, hein, parce qu'on est dans une problématique de dissolution du sujet au profit, Guattari et Deleuze auraient dit, d'intensité, hein, et ça n'aurait pas été une mauvaise idée, hein, au profit d'intensité. Il n'y a plus de sujet, il n'y a que des intensités. Hein, et là, ils ne sont pas suffisamment conceptuels, ces transhumanistes, pour entrer dans ce genre de référence. Ils n'y connaissent rien. Mais ils ont le sentiment que c'est la rupture et la dissolution qui est le maître mot, hein, de ce pourquoi ils militent. Donc finalement, et pour reprendre aussi un concept qu'on a évoqué plus tôt dans la journée, qui était celui de résistance, l'un des lieux privilégiés de résistance au transhumanisme pourrait être le corps, assez paradoxalement, et le corps comme vecteur de la subjectivation et de la subjectivité. Là, je suis parfaitement d'accord avec ça. Voilà, oui, moi aussi, le maître mot, c'est la résistance. La résistance dans toute dans tout son empan sémantique. Hein, c'est force d'inertie, hein, c'est résistivité, et c'est résistance au sens de l'objection. Hein, et le corps, bon, dont j'ai dit encore une fois qu'il est passivité, il est précisément cette puissance de résistance. Hein, c'est en s'appuyant sur le corps qu'on peut le mieux résister. Opposer une force d'inertie à un monde dont on nous dit sans arrêt qu'il ne nous donne plus le choix, qu'il faut le suivre, qu'il faut être dedans. Non, la force d'inertie est sans doute la vertu première. Alors ça peut se dire de quantité de manières, on peut aussi le dire en disant au fond c'est peut-être en se réconciliant avec la vulnérabilité du corps qu'on est le plus à même aujourd'hui de se réconcilier avec l'humain et précisément de faire pièce au délire transhumaniste. Une éthique de la vulnérabilité, c'est une éthique évidemment du corps et de la fragilité du corps, une éthique de la passivité, et c'est ça l'indice sans doute de la résistance la plus désirable aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quelque chose, je voulais, j'en profite, du coup j'ai le micro, par rapport à ce qu'Armen a dit en introduction, qui m'a intéressée. Tu dis on passe du corps propre à la quantification. Tu as dit ça à un moment donné, tu as dit, voilà, bon, je vois bien donc ça. Et voilà, ça m'a fait penser à l'idée qu'on était aussi passé de la quantification au corps propre. C'est-à-dire qu'en fait, le corps propre tel que les phénoménologues le développent dans le courant du XXe siècle, hein, pour l'essentiel, il fait suite à un concept très dichotomique opposant l'esprit et le corps, quelque chose d'assez cartésien, et il fait suite aussi à toute cette emprise du 19e, justement, sur le processus de quantification de l'humain, qui avait bien dissocié les choses de l'esprit des choses du corps, et avait introduit la technoscience à l'égard du corps. Donc en fait, il y a comme une première quantification un petit peu artisanale du 19e, à laquelle fait suite quand même la phénoménologie qui introduit cette réunification avec l'idée de pouvoir subjectiver le corps. Et puis à nouveau là maintenant, ce processus de quantification qui pourrait tendre à reséparer. Ouais, d'une autre manière. Ouais. Pardon pour cette... Non, c'est pas une incursion. Moi, je me retrouve aussi dans ce que vous suggérez là. J'ai eu à faire soutenir il n'y a pas longtemps une très très belle thèse sur l'apparition au XIXe siècle de la médecine statistique. Hein, donc de la quantified self aux premières manières. Ben, c'est extrêmement intéressant de voir cette opposition entre une médecine symptomatique et une médecine statistique. Hein, ça commence
Aujourd'hui, la médecine connectée est sans doute l'apothéose de cette introduction de la quantification dans le vivant. Je crois que c'est très, 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 très actuel.